Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Info Soirée. Voyons ensemble la une de l'actualité. Ce 20 novembre, marqué par la visite d'État d'Emmanuel Macron à Maurice, 35 ans après celle de François Mitterrand, un calendrier chargé et un déplacement sous haute sécurité, privant la presse locale et internationale de toute interaction avec le président français, surtout sur le dossier malgache. Cette visite marquée ce jeudi par des élévations honorifiques, Dharam Gokul a été fait grand officier de la Légion d'honneur, Navin Ramgoolam a reçu la Grand Croix et Emmanuel Macron élevé au rang de GCSK. Au même moment, devant le Parlement, le collectif Réparation Avancement Créole réclamait une réparation historique en faveur des descendants d'esclaves emmenés de force sous le Code noir à l'Île-de-France entre 1715 et 1810. Autre dossier sensible qui refait surface, celui de Tromelin. Notre journal également consacré à l'évolution de cette vieille relation de 310 ans entre Maurice et la France. À suivre un entretien avec l'ambassadeur Frédéric Bontemps. Et en seconde partie de ce journal, nous recevrons Julien Fallu, fondateur dirigeant d'expat.com, ressortissant français très actif et influent auprès de la communauté française à Maurice. À l'étranger, en Indonésie, les autorités élèvent au maximum le niveau d'alerte suite à l'éruption du volcan Semeru. Emmanuel Macron est à Maurice depuis un peu plus de 6 heures maintenant et sa première journée a été marquée par une forte dimension protocolaire. Accueilli à Plaisance avec tous les honneurs, le président français s'est rendu à la State House où plusieurs décorations ont été échangées. Nous y reviendrons dans quelques instants sur sa journée. Emmanuel Macron, aux côtés de Navin Ramgoolam, s'est adressé à la presse il y a quelques instants. En voici un extrait. Cher Navin Ramgoolam, pour ces paroles, l'esprit de confiance qui caractérise si fortement le partenariat entre nos deux pays. Je mesure pleinement la portée historique de cette visite, vous l'avez rappelé, plus de 35 ans après celle du président François Mitterrand en juin 90 à titre bilatéral, puis celle de 93 à l'occasion du sommet de la francophonie. Cet intervalle bien trop long ne reflète en rien ni la qualité de notre relation, ni la profondeur de nos liens historiques, humains, économiques, géographiques et linguistiques que vous avez rappelés. Il était temps d'y remédier et je suis heureux que nous puissions le faire aujourd'hui. Alors vous le savez, j'aurais dû être parmi vous en avril dernier et je vous prie d'excuser ce retard. Mais les funérailles du Très Saint-Père nous en avaient alors empêchés. Ce ne fut que partie remise. J'avais la ferme intention d'honorer ce rendez-vous et votre invitation, Monsieur le Premier ministre, c'est chose faite. Et je vais vous dire la joie qui est la nôtre, ma délégation et moi-même, et la qualité de l'accueil que nous avons pu ressentir tout au long de l'après-midi avant de vous retrouver, en même temps que la qualité des échanges que nous avons eus à l'instant. Et je suis heureux de pouvoir le faire aux côtés de plusieurs représentants de nos territoires ultramarins de l'océan Indien et avoir à mes côtés le président du conseil départemental de la Réunion, le président du conseil départemental de Mayotte et le préfet de région Réunion sont des signes forts qui montrent l'engagement de la France à travers ces territoires dans l'océan Indien et dans l'Indo-Pacifique. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier ministre, Maurice et la France partagent une vision commune des grands défis de notre époque. Face aux tensions géostratégiques, face au dérèglement climatique, face à la destruction de la biodiversité, au dérèglement aussi des relations commerciales, nous croyons dans le respect des règles internationales, nous croyons dans un multilatéralisme efficace et dans les voies et moyens de coopérer. Et c'est ce qui a présidé à nos travaux aujourd'hui, comme ce qui préside à nos travaux dans les enceintes internationales. Avec Monsieur le Premier ministre, nous avons convenu d'unir davantage nos forces pour répondre ensemble aux enjeux les plus importants pour nos deux pays et pour la région. Enjeux sécuritaires et stratégiques d'abord. En effet, au cours de cette visite, nous travaillerons étroitement sur ces sujets et signeront plusieurs accords majeurs en matière de sécurité maritime et de protection de l'océan. Ils permettront notamment une meilleure mobilisation conjointe des moyens navals français, des capacités de surveillance aérienne mauriciennes,
ainsi qu'un renforcement de notre offre commune de formation, notamment via l'Académie de l'océan Indien, lancée en avril dernier. Et nous reviendrons de manière plus explicite sur ces déclarations conjointes faites en début de soirée par le Premier ministre Navin Ramgoolam et le président français Emmanuel Macron. Et vous le disiez également, Dharam Gokul a été fait grand officier de la Légion d'honneur. Navin Ramgoolam a reçu la Grand Croix et Emmanuel Macron a lui-même été élevé au rang de Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. Après cette cérémonie rapide mais hautement symbolique, le chef de l'État a poursuivi son programme au Kodan Art Center avant une journée diplomatique particulièrement dense demain. Et pour un premier compte-rendu et un aperçu de ce qui l'attend, on retrouve notre journaliste Alvin Senghi. Dinesh Sihari et les téléspectateurs d'Info Soirée, bonsoir. Nous sommes en direct de la place d'Armes en face du Government House. C'est une visite d'État menée au pas de charge par le président Emmanuel Macron, et ce depuis que l'Airbus A330 de la République française a atterri vers les 13h30 cet après-midi. Après la cérémonie protocolaire à Plaisance, le président français a pris la direction de la State House pour une visite de courtoisie au président de la République mauricienne, Dharam Gokul. Le Premier ministre Navin Ramgoolam et son épouse Vina étaient également présents. Au château du Réduit, ce fut en deux volets, avec tout d'abord un tête-à-tête présidentiel Macron-Gokul. Les discussions ont porté sur la situation générale à Maurice et en France, ainsi que sur les principaux défis et opportunités auxquels les deux pays sont confrontés. Les deux chefs d'État ont passé en revue la coopération franco-mauricienne et ont exploré les pistes de renforcement de cette collaboration. Parmi les domaines abordés figuraient la sécurité alimentaire, la transition énergétique et l'intelligence artificielle. Puis s'en est suivie une cérémonie de remise d'insignes durant laquelle Emmanuel Macron a été élevé au rang de Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, GCSK, la plus haute distinction remise par l'État mauricien, alors que Dharam Gokul a lui été élevé au rang de grand officier de la Légion d'honneur, tandis que Navin Ramgoolam a été fait Grand Croix de la Légion d'honneur, à savoir que cette distinction est le grade le plus élevé et il existe depuis 1805 sous Napoléon. Après le Réduit, Emmanuel Macron a mis le cap sur la capitale, plus précisément au Kodan Art Center, où l'Economic Development Board, l'EDB, et l'ambassade de France organisaient une fonction autour des perspectives en intelligence artificielle avec la présence d'entreprises high-tech locales et françaises. Toujours au Kodan Art Center, le président français et sa délégation ont signé des conventions de coopération sur l'énergie et l'eau. Emmanuel Macron a ensuite continué sa visite sur l'eau en prenant place à bord du navire Plastic Odyssey amarré au Kodan Waterfront. L'occasion pour lui de voir ce qui est fait dans la lutte contre la pollution marine, notamment la pollution plastique qui impacte sur la biodiversité marine. Il a aussi pu voir à quai une présentation sur le fonctionnement d'une micro-usine de retraitement plastique. Depuis 18h, il faut savoir que Emmanuel Macron est au bâtiment du Trésor où il s'entretient avec le Premier ministre Navin Ramgoolam. Une séance de travail y était prévue. Elle a été suivie d'une signature de protocole d'accord sur l'épineux dossier de la sécurité alimentaire. D'ici quelques minutes, Emmanuel Macron et Navin Ramgoolam tiendront un point de presse commun où ils vont sans doute évoquer les avenues de coopération bilatérale nouées lors de cette première partie de la visite officielle du président français. Ensuite, vers 20h30, Emmanuel Macron prendra la direction de l'hôtel Méridien à Pointe-au-Piment, où lui et sa délégation sont conviés à un banquet offert par Navin et Vina Ramgoolam. Voilà un peu le récapitulatif Dinesh de ce jeudi, une journée menée tambour battant par Emmanuel Macron en attendant demain vendredi où dans la matinée vers 20h30,
le président français se rendra au jardin de Pamplemousse pour un dépôt de gerbes sur le samadhi de Siousaga Ramgoolam, avant de procéder à l'inauguration de la nouvelle ambassade française, donc à Telfer Moka. Il prendra ensuite la direction de l'aéroport de Plaisance pour un départ prévu vers les 13h. Voilà Dinesh, un compte-rendu détaillé sur cette visite éclair d'Emmanuel Macron. C'était Alwin Sengili et Souhel Jadou en direct du Government House à Port-Louis. On vous remercie Alwin Sengili pour ce direct du Government House. Et le collectif Réparation Avancement Créole remet aujourd'hui la question des réparations au cœur du débat public. À l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron, le collectif demande la mise en place d'une commission mixte pour discuter d'une possible réparation historique en faveur des descendants d'esclaves. Une lettre doit être transmise aux autorités mauriciennes avant d'être officiellement envoyée au président français. Ce matin, une manifestation symbolique s'est tenue devant le Parlement. Marc Pierre a suivi la mobilisation, son compte-rendu. Le collectif Réparation Avancement Créole veut désormais passer à une nouvelle étape, obtenir la création d'une commission mixte franco-mauricienne dédiée à la réparation en faveur des descendants d'esclaves. Ce matin, le collectif a organisé une manifestation pacifique devant le Parlement pour rappeler que les séquelles de l'esclavage restent, selon lui, bien présentes dans le quotidien d'une partie de la population. Depuis quelques années, nous disons depuis l'année dernière, nous pouvons militer pour qu'il y ait une réparation concernant le crime contre l'humanité, qui veut dire l'esclavagisme et les descendants d'esclaves. Parce qu'aujourd'hui, quand nous regardons bien, nous encore dans le séquel de l'esclavage, il y a beaucoup de monde et surtout il y a beaucoup de membres de la population mauricienne qui ont encore pu subir et qui ont encore été opprimés par rapport justement à l'esclavage. Bruno Lorette insiste, la reconnaissance institutionnelle de ces réparations serait un premier pas vers une justice historique et sociale. Nous prenons une lettre qui nous va déposer tout à l'heure à midi, nous avons un camarade José Mouro arrivé, donc qui nous prend une lettre qui nous va déposer officiellement pour demander le président Macron monter une commission mixte, Maurice, France, Réunion et CRAC, pour justement nous capables de causer nos réparations. Pareil comment il fait en Haïti, en Jamaïque. Reste à savoir si la démarche trouvera un écho du côté français, alors que la visite présidentielle relance plusieurs dossiers sensibles. Pour l'heure, aucune réaction officielle, mais le collectif assure qu'il poursuivra sa mobilisation déterminée à obtenir un débat formel sur cette question de mémoire nationale. Et pendant que la question des réparations refait surface dans le débat public, la visite d'Emmanuel Macron met aussi en lumière un autre volet majeur des relations entre nos deux pays, l'économie. La France reste l'un des partenaires les plus importants de Maurice en matière d'exportation, d'importation, mais aussi d'investissement direct. À l'heure où les équilibres régionaux évoluent, ce partenariat historique continue de peser lourd. Voici en quelques chiffres ce qui structure aujourd'hui les échanges entre Maurice et l'Hexagone. Anouk Doukia. En 2024, l'Europe représente encore plus de 42% des exportations mauriciennes, soit plus de 34 milliards de roupies. Et parmi ces marchés, la France arrive en 4e position avec 7,53 milliards de roupies d'achat, malgré une légère baisse de 5% par rapport à 2023. Les exportations mauriciennes vers l'Hexagone concernent surtout les aliments, les produits manufacturés et les produits chimiques. On y retrouve aussi une valeur symbolique. La France demeure un importateur régulier du sucre mauricien avec des volumes oscillant entre 15 000 et 24 000 tonnes selon les années. Du côté des importations, la France reste un fournisseur important, même si elle se situe derrière les géants asiatiques. En 2024, elle représente 5,9% des importations mauriciennes pour 18,61 milliards de roupies. C'est 4 milliards de plus que 7 ans plus tôt, preuve d'un regain d'intérêt pour les produits français, notamment dans les secteurs spécialisés et de haute valeur. Mais c'est sur le terrain des investissements directs étrangers que la France confirme réellement son rôle stratégique. Depuis 2010, elle se maintient au premier rang des investisseurs étrangers à Maurice. En 2024,
Les investissements français ont atteint 7,19 milliards de roupies, soit une hausse spectaculaire de 50% par rapport à l'an dernier. La majorité de ces fonds se dirigent vers l'immobilier via les programmes IRS, OIS, PDS ou SIS, mais aussi vers l'hôtellerie et les services financiers. Maurice, de son côté, investit encore modestement en France, avec 164 millions de roupies en 2024, mais la tendance progresse. En résumé, commerce, investissement, flux financiers. La relation économique entre Maurice et la France reste dynamique, structurée et mutuellement bénéfique, un partenariat historique qui continue d'évoluer tout en s'adaptant aux nouveaux équilibres internationaux. Et au-delà des échanges économiques, un autre dossier sensible refait surface à l'occasion de cette visite. On parle de Tromelin. Ce petit îlot de l'océan Indien, revendiqué par Maurice depuis des décennies, reste l'un des contentieux territoriaux les plus symboliques entre Port-Louis et Paris. Derrière lui, c'est une vaste zone économique exclusive et des enjeux stratégiques qui se jouent. Retour sur un litige vieux de près d'un demi-siècle qui pourrait bien retrouver une place sur l'agenda diplomatique. Moukouldoula. Situé à 550 km au nord de Maurice et de La Réunion, Tromelin est disputé depuis 1976. Pour Port-Louis, ce n'est pas un simple récif, c'est une dépendance historique de Maurice, héritée du traité de Paris de 1814, où la Grande-Bretagne cédait l'île de France et ses dépendances. Une lecture que Maurice défend encore aujourd'hui. En 2023, Pravin Jugnauth rappelait devant l'ONU que Tromelin fait partie intégrante du territoire mauricien. Derrière ce litige, il y a surtout 280 000 km² de zones économiques exclusives riches en ressources marines. Maurice y délivre déjà des licences de pêche, même si la France y exerce un contrôle strict. En 2004, un navire japonais a même été arraisonné, preuve de la sensibilité du dossier. Paris, de son côté, intègre Tromelin aux terres australes et antarctiques françaises depuis le XVIIIe siècle. Officiellement, l'île n'a presque aucun intérêt économique, pas d'eau, pas d'habitants, très difficile d'accès. Mais sa zone économique exclusive, dans un océan où la Chine étend son influence, en fait un point stratégique. Des négociations ont été lancées en 1976 et ont failli aboutir en 2010 avec un accord de cogestion scientifique et économique. Maurice l'a ratifié, mais en France, le texte a été retiré en 2017 face aux accusations de cession de souveraineté. Depuis, blocage total. Pour Maurice, après la victoire sur l'Echagos, Tromelin est le prochain chapitre d'une intégrité territoriale à reconquérir. Des discussions informelles ont eu lieu évoquant les héritages coloniaux. Alors, cette visite présidentielle peut-elle débloquer un dossier vieux de 49 ans? Officiellement, rien ne filtre. Mais pour les observateurs, le simple fait que Tromelin revienne dans l'agenda est déjà un signal diplomatique. Et en marge de cette visite d'État, nous avons sollicité un entretien avec l'ambassadeur Frédéric Bontemps. Il nous parle de la coopération avec Maurice pour la surveillance maritime, pour bénéficier de la surveillance aérienne avec nos douaniers sur l'intelligence artificielle. Il y a le projet Génération MIA pour Maurice, intelligence artificielle, sur la réclamation de souveraineté mauricienne sur Tromelin. Il n'y a pas de tension entre nos deux pays. C'est un désaccord juridique à régler dans le dialogue, soutient Frédéric Bontemps. Entretien avec David Boudna, Katija Soudan et Souhel Jadou. Encore, je crois que la France et Maurice sont particulièrement bien alignés sur leur analyse de la situation. Nous allons organiser en marge de la visite un forum que nous avons appelé le forum Génération MIA, MIA pour Mauritius IA. Voilà, et au cours duquel nous allons avoir des parties qui vont se tourner vers la jeunesse à travers du e-sport, à travers de la génération de vidéos par IA, mais aussi une partie business avec des entreprises qui vont travailler dans ces domaines. Et nous allons avoir un débat extrêmement intéressant autour des questions de protection des données, auquel participera notamment pour Maurice la commissaire à la protection des données, et pour la France, la présidente de la CNIL, qui est la Commission nationale informatique et liberté, qui sera de passage à Maurice. Le français, dans le système éducatif mauricien, a une place relativement limitée qui lui est reconnue. Et nous avons travaillé
avec le ministère de l'Éducation nationale dans la foulée de ce qui s'est passé cette année, qui sont les assises de l'éducation qui se sont tenues, autour de la place des langues dans le système éducatif, notamment le français et le créole, bien sûr. Et nous sommes arrivés à une idée qui est de développer des filières d'excellence qui soient des filières bilingues dans lesquelles une partie de l'enseignement pourrait se faire en français. Alors on le fait déjà dans quelques lycées pilotes, lycées et collèges pilotes dans le secteur privé. Et là, l'objectif va être d'étendre un peu vers le secteur public et de s'appuyer là-dessus comme un modèle qui pourrait permettre de dynamiser un peu l'ensemble du secteur éducatif. Tromelin, vous savez, c'est un sujet de désaccord juridique entre la France et Maurice. Mais ce n'est pas un sujet de contentieux. Il n'y a pas de tension particulière, nous sommes d'accord sur notre désaccord et nous essayons de le régler ensemble par la discussion, le dialogue. Alors, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer lors de la visite, je ne sais pas si le sujet sera abordé. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un point de tension entre la France et Maurice et je suis certain qu'on réussira à avancer. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je vous en prie. La visite d'Emmanuel Macron à Maurice s'inscrit dans un contexte particulier. Cette visite de 24 heures, comme on vous l'a dit, comprend des rencontres, échanges et signatures d'accords relayés à travers les médias locaux et internationaux. Le monde est exposé à des images mettant en valeur la promotion et la consolidation des relations entre Maurice et la France. Cette relation, la plus ancienne pour Maurice, date de 1715, 310 ans de cela. Aujourd'hui, la colonie qu'était l'Île-de-France a bien évolué. Nos relations sont multiples sur le plan économique, social et culturel. Important partenaire de Maurice, sur 1,4 million de touristes que reçoit le pays, 450 000 viennent de France, principal marché touristique, et la communauté française des expatriés ayant choisi Maurice comme pays de résidence sont de plus en plus nombreux, 15 000 à ce jour. Et la seconde partie de notre journal sera consacrée à l'évolution de cette relation vieille de 310 ans. Nous accueillerons Julien Fallu, fondateur, dirigeant d'expat.com, plateforme multilingue pour soutenir et accompagner les expatriés et futurs expatriés, ressortissants français vivant à Maurice, très actifs et influents auprès de la communauté française vivant ici. Et l'envers du décor de la visite d'Emmanuel Macron à Maurice, les difficultés auxquelles ont fait face les journalistes mauriciens de la presse privée, écrite et parlée, les plateformes médias sur les réseaux sociaux, dont Facebook Live pour relayer cette visite, ont été carrément bloqués en ce jour. Impossible de relayer des images en direct. Qui plus est, comme vous pouvez le voir à l'image, nos confrères sommés de s'écarter du chemin par la sécurité rapprochée, alors qu'ils ne font tous que leur travail, et cela de manière professionnelle. L'envers du décor qu'on tente de masquer, même les journalistes français de TF1, RTL France Télévisions, sollicitant le président français pour s'expliquer sur la crise malgache et l'exfiltration de André Rajol via la Réunion vers l'Asie, sont restés tous sur leur faim. Tout à fait autre chose, provisoirement inculpé de blanchiment d'argent, Sattar Ali Hadji Abdullah a réclamé sa mise en liberté conditionnelle devant le tribunal de Port-Louis cet après-midi. Il est soupçonné d'avoir détenu 3,6 millions de roupies versées sur le compte de Grant Thornton Limited, dont il était le directeur. Des faits remontant au 31 mars 2020. La FCC s'oppose à sa libération, évoquant un risque de manipulation de preuves et de fuite. L'affaire sera débattue le 26 novembre prochain. D'ici là, il a été reconduit en cellule. Son avocat, maître Raoul Boula, alerté sur l'état de santé fragile de son client. La magistrate Chahine Inchira Doriaou a ordonné que les soins nécessaires lui soient fournis. Et toujours dans l'actualité judiciaire, l'hôtelier Mami Ravatomang continue de faire réagir. Le milliardaire malgache arrêté fin octobre se trouve actuellement en convalescence à la clinique Premium Care après une intervention chirurgicale. 2 certificats médicaux ont été produits pour justifier qu'il est pour l'instant inapte à comparaître. Le point avec Shehzad Jadou. Mami Ravatomang poursuit sa convalescence à la clinique Premium Care à Phoenix, où il a obtenu 2 semaines de repos après une intervention chirurgicale. Un certificat médical signé par son cardiologue affirme qu'il est actuellement inapte à se présenter en cours.
Ce diagnostic a été confirmé par un second spécialiste, entendu lui aussi et par la Cour. On a eu l'audition du docteur Yao, le médecin traitant de M. Ravatoman, l'audition aussi du docteur de l'hôpital Victoria, M. Sorifan. Ils nous ont expliqué que l'état de santé de mon client est assez fragile et délicat. Il est sous haute supervision médicale et c'est une situation qu'ils auraient souhaité qui continue dans l'intérêt du client et de sa santé. La FCC justifie le placement clinique par un risque d'infection s'il avait été maintenu en cellule. L'organisme anticorruption s'oppose néanmoins à sa remise en liberté. Je pense que les 2 semaines de repos qui ont été préconisées par le corps médical, la Cour a pris bonne note de ça et la motion qui était prévue pour aujourd'hui, pour le relâcher sous caution, a été reportée au 27. Pour l'heure, l'homme d'affaires malgache fait face à une accusation provisoire d'entente délictueuse et à 2 accusations de blanchiment d'argent. Sa demande de remise en liberté conditionnelle sera débattue le 27 novembre. Et dans une affaire de fraude à la crypto-monnaie évaluée à plus de 13 millions de roupies, un ressortissant ukrainien vient d'essuyer un revers devant la cour de Moka. Saivokon Yevhen, accusé de fraude électronique, réclamait que sa charge provisoire soit rayée, soutenant qu'aucune preuve ne l'impliquait directement. Mais la magistrate estime que les enquêteurs disposent d'éléments suffisamment solides pour maintenir les accusations. Nafissa Pierbaille et Marc-Pierre reviennent sur cette affaire qui a piégé une victime déjà escroquée une première fois. Au cœur de l'affaire, Olivia Sylvie Critère, victime d'une escroquerie en ligne évaluée à 254 000 €, soit environ 1 347 millions de roupies. Elle explique avoir été contactée via WhatsApp et Messenger par une certaine Jessica qui lui aurait assuré qu'elle pouvait récupérer de l'argent perdu dans une précédente fraude. Sur ses instructions, elle effectue plusieurs paiements à une société baptisée Strike Online Limited. Les enquêteurs identifient Jessica qui confirme agir sur instruction de Saivokon Yevhen. La FCC saisit plusieurs appareils électroniques pour analyse et obtient un gel des comptes bancaires locaux du suspect. Dans sa décision, la magistrate Vira Patren conclut que les déclarations de ceux impliqués constituent des éléments clairs, cohérents et non équivoques suffisants pour établir une reasonable suspicion quant à l'acte présumé commis par le suspect. Conclusion, la motion visant à rayer l'accusation provisoire est rejetée. Parlons cyclisme. À présent, 3 médailles sont tombées dans l'escarcelle mauricienne lors de la première journée des championnats d'Afrique qui se tiennent au Kenya. Tristan Hardy réalise la grande performance du jour. Il est sacré champion d'Afrique du contre-la-montre junior en 17 minutes 12 secondes. Chez les dames, Aurélie Alvax-Lincoln décroche l'argent sur le contre-la-montre individuel. Elle signe 19 minutes 31 secondes, une performance d'autant plus remarquable qu'elle sort d'une période difficile après avoir été malade avec sa fille. Enfin, Alexandre Maire complète la moisson du jour avec une 3e place. À venir, les nouvelles internationales. En Indonésie, les autorités locales ont élevé au maximum le niveau d'alerte du volcan Semeru, situé dans l'est de l'île de Java. Il est entré en éruption et a projeté des nuages de matière à plusieurs kilomètres dans le ciel. Regardez. Siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak gunung. Kami mengharapkan tentu saja pemerintah daerah segera memberikan batas-batas visual yang jelas.
La seconde partie de notre journal consacrée à la visite du président français à Maurice. On vous le disait plus tôt, on s'intéressera à l'évolution de cette relation vieille de plus de 300 ans. Nous accueillerons dans un instant Julien Fallu, fondateur dirigeant d'expat.com et ressortissant français vivant à Maurice, très actif et influent surtout auprès de la communauté française vivant ici. Ce sera juste après cette pause. Avis à tout ban étudiant et aussi à tout ban parents. Student promo fin retourné côte Aqua City, Belmont Water Sports. Le 8 novembre 2025 jusqu'au 11 janvier 2026, gagne 300 roupies discount le nou combo package qui inclut tube ride, undersea walk et parasailing. Nous situons à Vicky Building, Coastal Road, Belmont. Call-nous ou bien WhatsApp sur le 5834-4620 ou bien sur le 5904-070D. Et Fendemos Parade Sabon Plomb là. Promo applicable à ban résident mauricien seulement. Et pas oublier, nous aussi faire catamaran et speedboat trip vers Île aux Cerfs et aussi Five Island 2. Aqua City, Belmont Water Sports, l'aventure Kouman Bizet jusqu'au nous. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau. Vous suivez le journal de Télé+, nous a rejoint en studio Julien Fallu, fondateur, dirigeant d'expat.com, ressortissant français vivant à Maurice depuis 18 ans déjà. Julien Fallu, bonsoir. Bonsoir. Donc cette visite d'Emmanuel Macron, elle est suivie avec beaucoup d'attention par la communauté française vivant à Maurice surtout. Vous étiez vous-même présent au Codan cet après-midi. Oui. D'abord, dites-nous, Julien Fallu, ça a été une journée pas comme les autres, vous convenez. Donc, relatez-nous d'abord votre après-midi. Alors, je vais commencer par remonter un petit peu à 2-3 jours avant, parce que en arrière, voilà, on a quand même décoré l'île Maurice avec les pavillons français et mauriciens côte à côte. Et ça a été un moment d'émotion. Je m'attendais pas à ça, sincèrement. Ouais. Je crois que c'était lundi matin, en partant travailler, je travaillais pour lui. Ouais. J'ai vu nos deux pavillons flotter l'un à côté de l'autre et ça m'a touché. Ça m'a touché, j'ai eu un pincement au cœur. Je dis, ça y est, c'est quelque chose qui se prépare. Vous avez eu les larmes aux yeux. Quand même presque. Pas, mais j'ai eu un moment d'émotion. Sincèrement, ça m'a fait un pincement au cœur. C'est quelque chose, je pense, pour la communauté française, une certaine reconnaissance de l'État français pour les expats qui sont ici, aussi pour les Mauriciens. Et voilà, on a passé une belle journée aujourd'hui. Donc ça illustre une fraternité, tout de même. Oui, une fraternité qui existe déjà depuis très longtemps, qui continue, et une relation vraiment amicale entre nos deux pays. Et pour revenir à cet après-midi au Codan. Cet après-midi, on a eu la visite du président au Codan Art Center. Il a fait une petite promenade d'abord au Codan lui-même. Pour arriver au Codan Art Center, il y avait différentes expositions qui étaient sur place, différents étages. On est toute une délégation d'entreprises mauriciennes organisées par l'EDB et aussi la French Tech pour pouvoir présenter nos différentes activités. Bon, ça a été très rapide, parce que l'agenda est extrêmement chargé. Et puis, il y a des instants, des séquences diplomatiques qui sont beaucoup plus importantes que
de rencontrer nos entreprises. Mais ça a été vraiment un grand moment pour la communauté. Voilà, il y avait fou là. Et vous, personnellement, vous avez eu l'occasion d'échanger quelques mots avec votre président ? Malheureusement, non. Mais peut-être demain, on va voir. Je l'espère encore. Justement, on imagine qu'à l'ambassade, nouvelle ambassade, nouveau bâtiment. Oui, donc, oui. Il y aura un moment dédié justement à ces échanges. Et justement, dites-nous, Julien Fallu, votre analyse de l'évolution des relations. On voit un intérêt grandissant des Français à venir s'installer ici à Maurice. D'où vient cet enthousiasme ? On sait que Maurice demeure la destination préférée des couples en lune de miel. On voit beaucoup de touristes, 450 000 sur 1,4 million. Ça vous fait pratiquement un tiers des arrivées touristiques à Maurice. Qu'est-ce qui explique cet engouement, cet enthousiasme à venir s'installer, je veux dire, ici, pas en vacances, on ne parle pas de touristes, à venir s'installer de manière ferme sur le sol mauricien ? C'est tout un ensemble de choses. Vous savez, il y a déjà l'hospitalité, la convivialité, la gentillesse des Mauriciens, avant tout. C'est le peuple mauricien qui invite les Français à venir s'installer ici, avant tout, parce que les Mauriciens sont accueillants avec les Français. Et ça, c'est vraiment une grande force. Après, donc, on a une douceur de vivre, une intégration qui est facile à Maurice. Pour les Français, la plupart des Mauriciens, on parle très couramment le français, donc ça facilite énormément les choses. Oui. Et puis, il y a quand même une douceur de vivre. On prend le temps, peut-être plus à Maurice. On a une qualité de vie qui est vraiment bonne par rapport à ce qui se passe en France, dans les grandes villes du moins. Et je pense que c'est un choix, effectivement, qui est fait par les Français pour cette douceur de vivre, cette gentillesse, aussi le beau temps régulier, il faut quand même le dire aussi. On a une qualité de vie qui est inestimable à Maurice. Voilà. Et rouler à gauche, on s'adapte, quoi. Vous savez, maintenant, quand je rentre en France, j'ai du mal à rouler de l'autre côté. Donc, vous êtes dépaysé en France, donc c'est tout à fait le contraire. Mais dites-nous, est-ce que c'est facile pour quelqu'un, malgré son éligibilité, donc malgré qu'il soit qualifié selon les critères d'immigration ici à Maurice, est-ce que c'est facile pour venir s'immigrer ici ? C'est pas ouvert à tout le monde. Faut dire ce qui est le cas. Je pense que l'île Maurice a besoin de compétences, avant tout, de forces actives. Malheureusement, comme dans bon nombre de pays, la population vieillit au fur et à mesure. Il y a beaucoup de gens qui partent en retraite et il y a besoin de main-d'œuvre étrangère pour compléter ces postes, pour des compétences. Et avant tout, ce qui est important, c'est de pouvoir sélectionner ces compétences parmi les étrangers qui sont candidats à l'expatriation en Maurice. Et il faut avoir un métier qui est recherché. Parce que si c'est pour faire concurrence à une société mauricienne, enfin des Mauriciens qui travaillent, ça ne peut pas marcher, quoi. Voilà. Il faut avoir une expertise forte avant tout et reconnue. Et après, il faut quand même se dire quelque chose. C'est qu'à l'île Maurice, on bosse. Voilà. C'est pas je viens de travailler et c'est les vacances. Vous savez, j'ai eu l'occasion de travailler avec des étrangers qui sont venus finalement pour cela pas très longtemps. Parce qu'ils croyaient qu'on se la coulait douce, alors qu'on bosse dur. Faut dire ce qui est. C'est bien de reconnaître tout cela. Julien Fallu, vous êtes un expatrié qui vit ici depuis 18 ans déjà. Vous êtes le fondateur, dirigeant d'expat.com, donc une plateforme très réputée dans le monde. Et vous-même, donc, vous êtes quelqu'un de très habitué dans le domaine de la communication. Et vous êtes quelqu'un qui suivait de près les actualités. Avant de venir à l'actualité du jour, les réparations aux descendants d'esclaves, un peu plus tôt dans ce journal, on a visionné une vidéo montrant donc un collectif, une association donc réclamant des réparations aux descendants des esclaves. On a tellement entendu parler, et à chaque fois qu'on commémore l'abolition de l'esclavage ici à Maurice, en début du mois de février, on voit la classe politique qui parle de ces réparations, qui vient de dire qu'il y a eu injustice à l'époque, parce que au lieu de compenser les esclaves dont les droits étaient lésés, il n'y avait même pas de droit, quoi. C'était le code noir, c'était cruel. Au lieu d'apporter réparation à ces esclaves, on a apporté réparation aux colons français. C'est la classe politique qui le dit aujourd'hui.
quelle est votre opinion, votre avis, votre observation, votre analyse? Mon opinion, c'est que c'était une époque affreuse. Une époque affreuse dont il faut se souvenir, que ce soit nous, les générations à venir, et à jamais. C'est une histoire qui ne doit plus jamais se reproduire. Plus jamais. Mais qu'en est-il de la réparation? Pensez-vous que ce soit possible? La réparation, je ne sais pas qu'est-ce qui est sous-entendu, quels sont les critères de réparation. Il y a eu des réparations, je veux dire, d'ordre en mémoire. Donc, le musée intercontinental de l'esclavage, on ne va pas dire que c'est du cosmétique, mais la communauté se dit lésée aujourd'hui par rapport à plusieurs questions d'expropriation, etc. On ne va pas entrer dans les détails, mais rapidement, on va pas trop traîner dessus ce soir. Mais pour vous, quel type de réparation serait approprié? Pour moi, il faut déjà le reconnaître. Il faut reconnaître les faits tels qu'ils ont été. Et comme je vous dis, il y a un devoir de mémoire aujourd'hui, demain et après-demain. Mes enfants, vous savez, mon épouse est une descendante d'esclaves et on s'aime, on a des enfants ensemble et cette histoire-là, elle fait partie de leur histoire. C'est particulier parce que, on pourrait dire, bon, je suis pas un descendant de colon du tout, vous savez, je suis un descendant d'immigrés espagnols qui sont venus travailler en France sous une dictature de Franco. On a des histoires qui sont compliquées, qu'il faut se remémorer. Je pense que la réparation, c'est avant tout la mémoire. Et après, arriver à trouver des accords, justement, qui vont satisfaire tout le monde. Et justement, la venue d'Emmanuel Macron, sa visite ici, l'impression qu'on a eue, c'est qu'il veut s'attacher à tout prix, de manière très disciplinée, à son agenda, son programme qui a été défini, c'est-à-dire déclaration à la presse. Un peu plus tôt, il était au Caudan, vous étiez là-bas, et un peu plus tôt, après l'accueil à l'aéroport de Plaisance, il a été à Réduit voir le président, où il y a eu des décorations honorifiques, etc., des élevations honorifiques. Mais on a aussi constaté une démarche de son personnel visant à écarter les journalistes et un peu la sourde oreille. Les journalistes, nos confrères de la presse française y étaient également et ils lançaient des questions. Qu'en est-il de la crise malgache, etc. Et là, on vient de parler de réparation. La crise malgache, on va venir dessus dans quelques instants. Mais cette attitude que de se sauver, de s'échapper, de s'évader, ce comportement évasif, est-ce que ça vous rassure tout ça? Du président français? Bien sûr que non, je pense qu'il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça, je suppose, aujourd'hui. Il est venu dans un contexte amical. Mais elle reviendra ici quand pour voir cela? Ça a été l'occasion. Je ne pense pas qu'on ait un président qui revienne avant un moment. Vous savez, la dernière fois, c'était il y a plusieurs dizaines d'années. Je pense qu'il faut déjà savourer le moment, se dire que c'est déjà une certaine reconnaissance. Ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte à des discussions, justement. Et le travail que vous faites est extrêmement important. Parce que ça permet justement d'ouvrir le débat avec le grand public qui n'est pas au courant de tout ça. Vous savez, la communauté française est peut-être un peu moins attentive, un peu moins informée sur ces thématiques-là, qui sont importantes pour le peuple mauricien, et vous avez raison de les aborder. C'est des sujets sur lesquels je ne suis pas très compétent. Bien sûr. Mais vous suivez l'actualité tout de même. Ça me tient à cœur, parce que je suis aujourd'hui à l'île Maurice, mes enfants sont mauriciens, et il faut qu'ils soient conscients de ce qui se passe ici, quoi. Mais qui plus est, ici à Maurice, les Mauriciens ont vraiment cru en vos compétences. Vous avez été récipiendaire du Tecoma Award comme entrepreneur français à Maurice. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a voulu de vous sur ce plateau ce soir, Julien. Et la crise malgache, on sait bien que la France entretient d'excellentes relations avec Madagascar, la grande île, tout comme avec Maurice. Au moment de l'exfiltration d'André Radziwiłł, donc dans la soirée du 11 au 12, on sait tous ce qui s'est passé. C'est qu'il y a un jet privé qui a débarqué ici à Maurice, sur le tarmac à Plaisance, sur la piste d'atterrissage. C'était un premier jet qui attendait tranquillement pour pouvoir décoller, pour aller à La Réunion, qui est département d'outre-mer, pour récupérer Radziwiłł et pour l'exfiltrer vers l'Asie. Et il y a aussi eu un deuxième jet avec le Premier ministre qui avait déjà été demandé de quitter son poste une semaine avant.
et M. Ravatomangue, qui fait la une de l'actualité ici, et se servir du territoire mauricien, mais se servir du territoire réunionnais. Et Emmanuel Macron a été appelé, a été questionné par la presse française, et ce qu'il avait répondu, c'est que je ne confirme rien pour l'instant. Qu'avez-vous à dire? C'est terrible. Qu'avez-vous à dire dessus? Moi, je pense qu'il faut reconnaître les faits. Il faut reconnaître les faits là aussi. Ce sont des faits. C'est pas, on n'a pas fabulé. Parce que la Réunion ne va pas donner son autorisation à un jet à atterrir. Pour le Premier ministre et son conseiller, on a refusé. Ils ont fait 2 tours et puis, clamant qu'il n'y avait pas assez de carburant, ils ont atterri ici à Maurice, à Plaisance. Mais Radzuel, tout de même, il a bénéficié de l'aide française d'une manière, pas indirecte, mais très directe. La Réunion, Outre-mer, l'aviation civile, ça rigole pas, quoi. Non, je pense pas que ça rigole, effectivement. C'est des dispositifs qu'il faut... on va essayer de faire lumière sur tout ça. C'est le plus important, de savoir qu'est-ce qui se passe réellement, pourquoi la France exfiltre justement des responsables politiques qui devraient rendre la justice malgache à son devoir, et c'est un peu une sorte de... c'est un bien grand mot, mais une dégérance de la France. Qu'est-ce que vient faire là-dedans aussi? Alors... j'en sais pas beaucoup plus que ça, je vous avouerai. D'accord. Et pour revenir à ce blocage des plateformes live, Facebook Live, etc., est-ce un trait de caractère de votre président? Non, parce qu'au Sénégal, en 2016, il avait fait pareil. Au Sénégal, il avait fait tout bloquer pour que les images n'aillent pas live et qu'on ait des images choisies, sélectées, donc par rapport à tout ce qui est officiel. Est-ce que vous pensez qu'en 2025, les gens acceptent quelque chose? Bien sûr que non, c'est scandaleux. On ne peut pas se permettre ça. On a eu ce genre de problème aussi à l'île Maurice avant les dernières élections, où on a coupé Internet. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas arrêter le débat aujourd'hui, on ne peut pas freiner les échanges. C'est pas normal. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, il faut faire attention. Et bien sûr, vous êtes là, bien sûr, parler d'évolution et des relations, on y reviendra dans quelques instants, mais pour clore un petit peu ce côté géopolitique, voire même politique en France, on sait bien, les sondages le prouvent d'ailleurs, on voit les reportages, on rencontre les gens, les Français, vous êtes très nombreux ici, donc on se côtoie souvent. Donc, c'est une situation assez inédite, ça s'est produit avec d'autres présidents français. On ne va pas citer les noms, mais Emmanuel Macron semble sombrer dans une certaine impopularité irréversible. Donc, il sait qu'il ne pourra pas briguer un nouveau mandat au-delà de 2027, l'année des élections des présidentielles en France. Alors, il lui reste pas beaucoup de temps, mais pourquoi? Sachant qu'il ne va pas revenir pour se présenter comme candidat. Donc, il va pas rester président de la France éternellement. Mais pourquoi sauver des questions? Cela n'inspire pas confiance aux populations, je veux dire, surtout chez vous en France. Et en France, là, ce qu'on comprend bien, c'est que il n'y a pas de rival politique. On est en train d'éliminer, donc par voie légale ou d'autres moyens. Donc, c'est pas un tribunal. On n'est pas là pour dire qui a fauté, qui n'a pas fauté. Mais c'est une situation assez cocasse, assez inédite. Je pense que la France est en grand danger aujourd'hui. On a vraiment une polarisation politique. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont faites pour polariser et encourager les extrêmes. Et ça, c'est très dangereux. C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Les extrêmes n'ont jamais été bons pour n'importe quel pays. Et j'ai beaucoup de peine à voir ça. À y assister de loin. J'aime mon pays. J'ai beau être expatrié et vivre loin de la France depuis plus de 25 ans, j'y suis attaché. Je suis attaché à ce pays qui a des valeurs importantes de liberté, d'égalité, de fraternité. Voilà. Ces valeurs sont plus grandes que moi. Et j'aimerais les passer à mes enfants. Maintenant, les personnes qui sont candidates ou qui seront candidates à l'avenir doivent les représenter. Et c'est vrai qu'il y a un jeu politique aujourd'hui où Emmanuel Macron, qui est situé plutôt au centre, peut-être un peu plus à droite, parfois un petit peu à gauche, bon, ça oscille un peu.
tout est fait pour justement que les partis, je dirais, modérés baissent en fait, soient moins visibles, et ça va être extrême droite, extrême gauche, extrême droite, extrême gauche. Ça fait peur. Ça fait peur, et je pense qu'on a besoin justement de redresser cette barre-là pour pouvoir laisser la place à un débat politique qui soit intéressant, enrichissant, et qui revienne avec des personnes qui soient modérées dans leur activité, dans leurs propos, et dans... voilà, on a dédiabolisé, je pense, au fur et à mesure les extrêmes. Le danger, il est là. Et il faut rappeler aux gens d'aller voter. Voilà, c'est ça, le moyen le plus important, c'est d'aller voter. Et voter utile, on va dire. Voilà, il faut savoir aller aux urnes. Là, je pense que notre président va finir son mandat. Il y a des difficultés. Hein. Voilà, vous avez vu, il y a eu le gouvernement a été renouvelé plusieurs fois. Sébastien Lecornu qui part le matin et puis qui retourne dur, le soir. C'est dur. C'est très dur à voir. Hein. Voilà, c'est blessant. Hein. Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? On doit penser qu'il y a une crise politique qui est très forte en ce moment. Et qu'il faut se battre. Il faut se battre pour pas que ces extrêmes arrivent au pouvoir, je pense. Parce que ces extrêmes-là, c'est pas très bon. Hein. C'est pas très bon. Voilà, personne n'aime ça. Julien Fallu, on va retourner à Maurice. Alors vous êtes là depuis 18 ans, vous suivez de très près l'évolution de cette relation, vous êtes en relation constante avec les autres expatriés qui sont au nombre de 15 000 à Maurice actuellement. On a une population qui est répartie, il y a beaucoup de binationaux aussi, il faut dire ce qui est. Donc les chiffres sont... donc en moyenne, voilà, on sait entre 10 et 15. Oui. Et pour vous, c'est quoi l'avenir donc c'est quoi l'avenir des relations entre Maurice et la France suivant cette visite d'Emmanuel Macron ici souvent on voit des conventions, des traités qui sont ratifiés, etc. Et puis rien. C'est un marqueur, mais ça va pas changer les bonnes relations qui existent déjà entre nos pays. Hein. Moi, je pense que l'île Maurice est une terre d'accueil pour les Français. Je pense que les Français qui sont compétents et qui apportent vraiment un savoir-faire doivent être les bienvenus, comme je l'ai été quand je suis arrivé. Vous savez, on m'a fait venir parce que au départ, j'avais des compétences techniques. Je suis ingénieur en informatique de formation. J'avais des compétences techniques dans le web en particulier, où j'avais travaillé en Angleterre et on n'avait pas ces compétences-là à Maurice. Et on m'a fait venir pour former une équipe de jeunes et j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu des jeunes qui avaient une telle soif d'apprendre, de progresser et d'avancer. Et ça m'a passionné. Ça m'a tout de suite passionné, cette volonté d'apprendre. Et ça, c'est vraiment une force. On est un petit pays, Maurice, mais on joue sur un échiquier mondial et on a une ambition qui est forte quand même. Hein. Je suis vraiment... légitime. Oui. Et je tiens pas... C'est pas des propos flatteurs que je veux avoir. Hein. Je suis sincèrement, impressionné par cette capacité de Maurice à s'en sortir sur cet échiquier. Parce qu'on a finalement pas tant de ressources que ça. On a l'océan qu'il faudrait peut-être certainement mieux exploiter, si j'ai bien compris, avec de belles ressources là. Mais ce qui est la force, c'est le travail. On bosse, comme je disais tout à l'heure, on travaille dur à Maurice. Les jeunes veulent s'en sortir. Et je pense que ceux qui auraient des compétences... On a besoin des compétences extérieures. On a aussi besoin que certains Mauriciens aillent travailler à l'étranger pour ramener ces compétences. On en a besoin. Je pense que la mobilité internationale... C'est un phénomène mondial. Oui. Personne n'échappe à ça. Tous les pays, c'est pareil. Hein. Vous savez, quand j'avais la vingtaine, j'ai fait une école d'ingénieur, on me parlait la fuite des cerveaux. Mais l'exode, c'est pas une mauvaise chose en soi-même. Bon, c'est tout un débat. Je pense que c'est toujours une question d'attractivité, de rétention. Et d'échange. Voilà, d'échange. C'est d'échange de compétences. Il y a toujours des gens qui vont partir, d'autres qui reviennent. Voilà. Et à partir du moment où on arrive à avoir une balance satisfaisante, équilibrée, on arrive à avancer et je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est la compétence avant tout. Je pense que mon humble avis, alors c'est bien d'amener de la devise, tout ça, je parle des gens qui viennent travailler, voilà.
Mais je pense que c'est les forces actives qui sont les plus importants. Et cette capacité à attirer la main-d'œuvre française ou étrangère en général, il faut l'exploiter. Il faut savoir en faire. Il faudrait faire une analyse des besoins qu'on a en termes de compétences, tout ça. C'est pas spécifique à Maurice, on a ça dans d'autres pays. Expat.com, on travaille avec d'autres pays, comme on a pu échanger avec Taïwan, qui avait des besoins, avec un taux de natalité qui est très faible dans ce pays, et qui a des besoins de main-d'œuvre étrangère à tous les étages. Et c'est pas spécifique à Maurice. Encore une fois, on a des besoins de main-d'œuvre étrangère. Il faut savoir la sélectionner au mieux. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Je crois qu'il y a un accueil qui est très bien fait à Maurice, une gentillesse à nouveau, comme je disais tout à l'heure, de la part des Mauriciens à l'accueil. Il faut garder ça. C'est une très belle force. Et après, il faut arriver à retenir ces talents-là, quoi. C'est la marque de fabrique, l'hospitalité mauricienne. Oui. Ça fait partie des valeurs mauriciennes pour moi. Voilà, pour conclure, Julien Fallu, que souhaiterez-vous voir ressortir de cette visite d'État d'Emmanuel Macron à Maurice? Aujourd'hui, on a droit à tout ce qui est protocolaire, et puis les journalistes, on va pas dire bousculer, on va pas exagérer, mais tout de même, il y a eu des gens qui les ont empêchés quand même de faire leur travail, de ne pas sortir les micros, ne pas se mettre debout ici pour filmer. Écoutez, on fait notre job, et puis j'étais au Codan. Il reste demain. Il y a encore des heures, des heures. Donc cette visite se termine demain. Donc que souhaiteriez-vous voir ressortir de cette visite Une amitié grandie entre nos pays. L'amitié est déjà là, elle est déjà forte. Je pense que si certains traités peuvent être accordés, des débats justement abordés aussi, ou glisser l'idée. Glisser l'idée pour qu'elle soit là. Et revenir dessus, c'est ce qui me semble le plus important. Voilà. C'est une amitié forte, consolidée dans le temps, et des échanges aussi, des échanges, comme on disait, des échanges économiques, des échanges de valeurs, des échanges culturels, et une reconnaissance de l'histoire aussi. Voilà. C'est une très belle relation qui entame un 4e siècle tout de même. 300 ans se sont écoulés. Voilà. Super. En tout cas, merci Julien Fallu d'avoir été des nôtres ce soir sur le plateau de Télé+. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on est arrivé à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute la rédaction, je vous souhaite de passer une très bonne soirée.